Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 5e émission d'avant-match consacrée ce soir à la Pro D2. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Mathieu Acebes, capitaine de l'USAP, qui partagera son expérience avec nous avant de partir à la rencontre de Gauthier, jeune rugbyman du club olympique de Sisteron. Nous aurons ensuite rendez-vous avec la légende du Stade Aurillacois, Maxime Petitjean, avant de finir avec les infos de Lucas Bertolotto. Allez, on y va, on a rendez-vous avec le capitaine de l'USAP, Mathieu Acebes. Eh oui, ça y est, il est là, notre ami Mathieu Acebes. Mathieu, bonjour et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Bonjour Kali, écoute, c'est avec grand plaisir toujours de répondre à une invitation comme la tienne. Donc voilà, comme je te dis, plaisir partagé. Eh bien écoute, ça nous fait plaisir à nous aussi. Justement, comment vas-tu? Comment se passe pour toi ce confinement? Ben écoute, voilà, comme tout le monde, on essaye de garder le moral et d'être positif dans ce malheur un peu qui nous arrive. On essaye de s'occuper à la maison en faisant peut-être des choses qu'on n'avait pas le temps de faire quand nos vies vont à 200 à l'heure. Et Ouais. voilà, moi j'ai la chance d'avoir trois petites filles au quotidien avec moi et ma femme, mon épouse, qui est infirmière, qui travaille elle sur Perpignan. Ouais. Donc je me retrouve à passer beaucoup de temps avec mes trois petites filles et c'est pas le tout repos. Voilà, je joue à la Barbie, je fais plein de choses. Voilà. Ça, je voudrais le voir quand même. Mathieu Acebes qui joue à la Barbie, quand même, ça reste quelque chose de On pourra fort. faire, on pourra faire une image. Mathieu, justement, comment tu combles aujourd'hui tes journées? Mais le matin, voilà, j'essaye de garder des horaires assez fixes pour pas perdre trop le rythme, c'est-à-dire se lever maximum aux alentours de 9 heures pour déjeuner avec les enfants. Derrière, voilà, on fait des occupations un peu ludiques selon le temps. Généralement, il fait plutôt beau, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On fait un peu de sport dehors avec les petites, on s'occupe. J'ai la chance, voilà, d'avoir une piscine, d'avoir un extérieur un peu sympa pour les filles, heureusement. On fait une balade juste à côté parce que j'ai des vignes juste à côté, donc on va se balader avec les enfants, ramasser des fleurs. Voilà, et après le midi, on prépare le repas, comme tout le monde. Petite sieste obligatoire pour tout le monde parce que je trouve que c'est nécessaire aux enfants pour que le soir ils soient plus commodes parce que sinon, quand ils font pas la sieste, c'est compliqué. Ouais. Et moi, je gère pas mal de choses personnellement sur des projets que j'ai à côté, donc voilà. Ben, justement, tu vois, tu as un peu anticipé parce que je j'allais te dire, c'est quoi ton rituel? Alors, à part la sieste, est-ce qu'il y a autre chose? Et oui, là, en ce moment, je suis voilà, sur un projet de rénovation d'une autre habitation. Donc, je suis vachement en communication avec les artisans qui travaillent. J'ai la chance d'avoir le chantier à 900 mètres de chez moi. Donc, dès que mon épouse rentre du travail, ben voilà, je vais faire un peu le chef de chantier, voir ce qui va pas, mettre la main à la pâte, et Ouais. voilà. Ah, on n'en doute pas une seule seconde, je pense que tes journées sont bien, bien occupées. Mathieu, on va parler de rugby, parce que ça c'est aussi important qu'on en parle. On va parler, tiens, bien sûr de cette équipe de l'USAP, mais j'aimerais qu'on parle d'abord de ce capitanat, parce que tu es capitaine aujourd'hui de l'USAP, il faut le rappeler. Oui, mais écoute, voilà, le capitanat, c'est quand même un changement cette année pour moi parce que j'ai été capitaine par le passé dans d'autres équipes, mais c'est vrai qu'à l'USAP, c'est quand même quelque chose de particulier parce qu'il y a une ferveur autour du club qui est quand même incroyable. C'est un club unique, c'est avant tout une fierté, c'est ce que j'ai dit en début d'année, c'est une fierté pour moi, mais je savais qu'en acceptant ce capitanat, j'aurais aussi le revers de la médaille que si les résultats ne suivaient pas ou n'étaient pas en raccord avec ce que les supporters attendaient, je sais que le premier sur qui on allait tomber, c'était moi. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé un peu en début de saison, que j'ai eu un peu de mal à vivre parce que j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts à côté au niveau de l'entraînement, au niveau de l'implication, de faire tout pour que l'équipe réussisse et de ne pas être payé de mes efforts. Voilà, après, c'est quand même quelque chose qui change pas ma façon d'être dans le groupe parce que si tu veux, même quand j'étais à Pau, que j'étais pas capitaine ou que j'étais à Auch ou dans d'autres équipes ou même à Perpignan les 3 saisons avant, je suis resté le même que j'étais les 3 saisons avant. C'est-à-dire avant, je me gênais pas quand je sentais que ça allait pas, voilà, de dire ce qu'il fallait dire pour que l'équipe reparte dans le droit chemin. Et je pense que être capitaine aussi, c'est avoir
une alchimie avec ton équipe et des joueurs cadres qui vont dans ton sens et qui te soutiennent. Voilà, il faut pas que le discours soit unique, sinon il devient inaudible. Ouais. J'ai pas mal de mecs à côté de moi, comme Karl Château, comme Damien Chouli, comme Tom Ecochard, comme Piula Passalele qui est arrivé cette année, mais qui a de l'expérience aussi. J'ai plein de mecs, voilà, j'en oublie, mais il y en a plein qui sont Charles Gély. J'ai mon vice-capitaine Lucas Bachelier. Voilà, Ouais. j'ai du monde avec moi et c'est cool quand tu es capitaine et que tu as des personnes avec toi. Ouais, ça c'est sûr. Mais en plus, dans tes mots et dans ce que tu es en train de dire, on sent qu'au-delà de ce que tu peux apporter dans un groupe, il y a un côté aussi affectif, hein, Mathieu. Oui, oui, bien sûr. Ben voilà, je te cache pas que j'ai toujours été un affectif et je marche à l'affect dans le sens où je suis capable, j'exagère un peu, mais je suis capable de mourir pour mon entraîneur si ou mon équipe si je sais qu'ils sont avec moi et que qu'on me le rend bien. Ça peut paraître un peu bateau ce qu'on dit, mais tu l'as vécu aussi. Voilà, quand on rentre sur le terrain, on a besoin de leviers de motivation qui font que tu oublies tout ce qui s'est passé dans ta vie et tu penses qu'une seule chose, c'est le moment présent et tu as l'impression de vivre un truc incroyable. Alors que des fois, quand tu prends du recul, que Ouais. tu et peut-être en dehors de rugby, tu te dis, putain, mais quand je suis là, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver et tout ça. Mais en fait, tout ne tourne pas autour du rugby. Mais Ouais. quand tu y es, tu as l'impression que tout tourne autour de ça. Donc c'est quand même. Non, mais Ouais. c'est des choses qu'il faut prendre conscience, quoi. Voilà. Ouais, c'est prenant. Mathieu, on va revenir sur cette saison. On le sait, la saison dernière, ça a été compliqué pour vous. Pourtant, au-delà de tout ce qui s'est passé, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose de fort entre vous. Justement, comment vous avez démarré cette saison? Ben, c'est vrai que voilà, pour solder la saison dernière, ça a été compliqué parce que sincèrement, et moi j'en démordrai pas. Je pense que l'année dernière, on a été mal payé parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où on aurait dû basculer et on n'a pas basculé. Ça nous a pas mis dans de la confiance. J'ai entendu beaucoup de choses sur le fait qu'on n'avait peut-être pas l'effectif, sur le fait que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand je vois cette année Bayonne ce qu'ils sont capables de faire. Je trouve ça magnifique, je trouve ça super. Mais en parlant d'effectifs proprement dit, ils n'avaient pas un effectif meilleur que le nôtre l'année dernière. C'est juste qu'ils ont eu la confiance au bon moment, ils ont eu le bon rebond. Et nous, ce qui a été dur, c'est qu'on a fait, je crois, 8 matchs ou 9 matchs sans victoire, même plus peut-être. Ouais. Et bon, quand tu attaques une saison avec 9 défaites ou 10 défaites, sans compter les matchs de challenge, c'est dur. Tu comprends pas, en fait. Tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Est-ce que presque tu en perds de la confiance? Tu te dis, ben, est-ce que en fait, je suis vraiment nul ou pas? Mais voilà, ça a été dur. Et si tu veux, de se relever de ça, c'est pour ça que je pense qu'on a eu aussi un petit peu de retard à l'allumage cette saison. Euh, il y a eu, voilà, il y a eu des mots qui n'ont pas été soignés juste après la fin de saison. Donc voilà, on a mis un peu de temps à se relever. Puis il y avait quand même des nouveaux membres dans l'effectif. Il y avait besoin de regagner la confiance. Et puis la Pro D2, honnêtement, voilà, pour y avoir pas mal joué, c'est quand même un championnat qui est loin d'être facile. Tu peux en parler avec n'importe quel joueur qui a joué dans les deux divisions et qui aujourd'hui même joue en top 14 depuis un moment, mais qui est passé par la Pro D2. C'est très dur la Pro D2. Ouais, Voilà. c'est très dur, mais tu as été quand même 2 fois champion de France de Pro D2, il faut le rappeler, avec Pau et bien sûr l'USAP. Mathieu, aujourd'hui, si je devais pardon, hein, si je devais te demander comment tu résumes un peu cette équipe de l'USAP, tu dirais quoi? Mais cette équipe de l'USAP, je la résume comme une équipe déjà très complète parce que voilà, on va pas se leurrer. Sur toutes les lignes, il y a quand même beaucoup de qualité et plutôt une équipe joueuse. Voilà, une équipe qui tente, qui prend des initiatives et qui aime imposer son rythme. Voilà, si je dois définir mon équipe, voilà, c'est une équipe qui prend les devants et qui attend pas, quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'allais rajouter, si tu me permets, avec un cœur énorme quand même. Oui, oui, mais bien sûr, bah, c'est l'identité ici du club. Ouais. Si tu rentres pas sur Aimé Giral avec un cœur énorme, on va vite te cracher dessus. Donc voilà, tu as plutôt intérêt à te bouger parce que sinon, tu n'as rien à faire sur Aimé Ouais. Giral. Ouais, mais c'est les bons clubs, hein. Il y en a d'autres qui ont à peu près la même identité comme Toulon et bien d'autres. C'est ce qui fait je veux dire, le plus de ces clubs-là.
Mathieu, c'est déjà la fin. Alors pour l'instant, parce que tu sais, on a mis en place une chronique qui s'appelle Sous le même maillot et on te met, entre guillemets, alors n'aie pas peur, en confrontation avec un jeune rugbyman et qui, à mon avis, a beaucoup de questions à te poser par rapport aujourd'hui à ta carrière. Et bien avec grand plaisir, Kali. Allez, on va chercher Gauthier qui va rencontrer son idole, Mathieu Acebes. Ça y est, on y est et on retrouve notre jeune rugbyman Gauthier. Gauthier, comment vas-tu? Moi, ça va très bien, ça va très bien. C'est bien parce que tu as déjà l'accent. Écoute, tu peux te présenter, me dire où tu joues, quel poste? Je m'appelle Gauthier et je joue au COS à Sisteron. À Sisteron, tu sais que je connais bien ce club. Hein. Oui, Je sais, le connais bien, sais. tu sais pourquoi? Parce qu'une fois, je suis venu dans ton club, j'ai été Oui. invité, j'ai fait un entraînement, et puis je te raconte pas. Alors, il n'y a pas eu de troisième mi-temps, mais il y a un truc particulier. On peut le dire ou pas à Sisteron? C'est quoi le truc particulier? Qui c'est qui cuisine? C'est les petits paquets. Les paquets, tu le sais. Hein. C'est la base, hein. C'est la base de notre sport. Tu joues quel poste, Gauthier? Je joue troisième lignel. Super, ça. C'est bien, c'est un poste qui te plaît? 14. Ouais, vraiment, j'aime bien, j'aime bien. C'est compliqué ou pas? Non, ça va, enfin, faut savoir plaquer, quoi. C'est un peu le principe de ce jeu. Hein. Gauthier, tu m'as contacté parce que tu m'as dit, tiens, Kali, j'aimerais rencontrer un joueur de Pro D2 et tu m'as parlé de Mathieu Acebes. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer ou pas? Oui, allez, c'est Je sais pas, parti. je te sens en train de bouger. Qu'est-ce que tu as sur les genoux? J'ai maillot de ça. Oh T-shirt. Ouais, les beaux ce maillot. Hein. Ouais. Les 100 et or. Alors, ce que je te propose, Gauthier, c'est qu'on aille chercher Mathieu Acebes. Ça te va? Ouais, c'est parti. Allez. Ça y est, on y est. Regarde, mon cher Gauthier, je te présente Mathieu. Mathieu, je te présente Gauthier. Pouvez-vous dire bonjour, les gars? Bonjour. Ça va, Gauthier, tu vas bien? Ouais, nickel, nickel. Tu sais, je pense, Mathieu, juste avant le début de l'émission, je l'avais appelé, j'ai dit, écoute, t'inquiète pas, Mathieu n'a jamais mangé personne, tout va bien se passer, et je crois qu'il est hyper content de te voir, parce qu'en plus, tu peux lui montrer, tu es venu équipé, hein, je crois, aujourd'hui, Gauthier. J'ai le maillot. Ah ouais, beau t-shirt ça, Gauthier. Et c'est bien parce qu'il marque des points d'entrée, hein, Mathieu. Ouais, mais ça se voit, s'il a un bon t-shirt de rugby de l'USAP, c'est que c'est un passionné de rugby. Voilà. Gauthier, je te laisse commencer, tu as peut-être des questions à poser à Mathieu? Ouais. Alors la première question, c'était de ton parcours en fait et comment tu es devenu joueur professionnel de rugby. Ben, mon parcours, écoute, Gauthier, d'abord, j'ai commencé dans un petit club qui s'appelle le Boucau Tarnostad à côté de Bayonne. Quand j'étais petit, je suis venu au rugby parce que mon grand cousin jouait à l'époque à la section paloise dans les années 2000. Voilà, j'étais fou d'aller voir mon cousin. Je prenais le train à, je crois, petit à 9-10 ans pour aller voir la section paloise qui à l'époque jouait la H-Cup et qui avait une très très belle équipe. Et donc du coup, ben, c'était un rêve pour moi de devenir rugbyman, pas professionnel parce qu'avant c'était pas professionnel, mais rugbyman de haut niveau, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais petit, je pensais pas à gagner ma vie avec le rugby, mais par contre, j'étais persuadé que je voulais jouer dans un stade plein avec l'équipe Fagnon du club, voilà. Et donc du coup, ben, après, je suis parti à Biarritz à l'âge de 16 ans. Parce que j'étais en sélection Côte Basque Land et on rentrait au sport-études. À l'époque, c'était les pôles espoirs. Maintenant, ça s'appelle les académies, je crois. Et du coup, ben, j'ai fait mes classes au Biarritz Olympique en jeune, de cadet deuxième année, à jouer en première avec le Biarritz Olympique, qui aussi à l'époque avait des joueurs comme Damien Traille, Manolari Nordoki, Serge Betsen, Dimitri Yachvili, Julien Perrelong. Enfin voilà, j'en passe. C'était une équipe incroyable. Et pour moi, de m'entraîner, parce que je me suis plus entraîné que joué avec eux, c'était top. Voilà. Et après, je suis parti à Bayonne, 2 ans. Auch, 3 ans en Pro D2. Et après, j'ai fait 4 ans à Pau, Pro D2 et Top 14. Et j'ai atterri à l'USAP. Voilà. D'accord, ok. La deuxième question, c'est si on serait une semaine avec toi, Perpignan, c'est quoi? En fait, on ferait quoi ou c'est quoi en fait qui Ouais, le planning de la semaine un peu à Perpignan, comment ça se passe? c'est ça? Mais écoute, déjà, Perpignan, c'est quoi? Perpignan, c'est le soleil, déjà.
Donc déjà, quand tu te lèves tous les matins, bon, à part aujourd'hui où il pleut, mais il fait beau, donc ça donne le moral et ça donne envie de bouger et d'aller dehors. C'est entraînement tous les jours, sauf Ok. un dans la semaine qui change parce que tu sais, en Pro D2, tu peux jouer le jeudi soir, le vendredi soir ou le dimanche. Et en D'accord. fait, le jour de repos est calqué par rapport au match que tu vas jouer. Donc, c'est jamais le même. C'est ça qui est un peu embêtant en Pro D2. Et, euh, et après, ben voilà, c'est entraînement en rugby, c'est des vidéos comme toutes les équipes professionnelles pour analyser les matchs des adversaires, nos matchs. C'est de la préparation physique pour être en forme physiquement parce qu'on en a besoin. C'est très intense physiquement. Et voilà, et après, c'est la fin de semaine, un peu faire monter la pression avant le match, sentir l'adrénaline qui commence à monter. Et voilà, et c'est le match le week-end et on donne tout le week-end. Voilà. D'accord. Je Ok. pense que, pardon Gauthier, je pense que c'est pareil pour toi. La semaine à Sisteron, c'est Mm. la même chose. Ben, pas tous les jours, quoi. On n'a pas d'entraînement tous les jours, mais dès qu'on s'entraîne, ben, Ouais. Et ouais, tu deux fais fois. monter la pression aussi ou pas? J'ai pas entendu. Je disais, tu fais monter la pression aussi ou pas en fin de semaine? Non. Ça change, c'est un peu différent. Tu as Oui, une autre voilà. question, Gauthier? Oui. Donc, est-ce que tu as eu des doutes dans ta carrière? Et quel joueur t'a inspiré? Alors, des doutes, oui. J'ai envie de te dire oui et non, mais oui, parce que tu as toujours des personnes, quand tu es jeune, tu as toujours un rêve et l'ambition de réussir, de faire quelque chose. Et tu as toujours des personnes qui sont contre toi, c'est-à-dire qui te disent par exemple, mais tu vas jamais y arriver, mais pense à faire autre chose, t'es pas fait pour ça. Et ces personnes-là, en fait, te font douter, mais au final, te donnent la force de réussir. Oui, tu doutes un peu, mais au fond de toi, c'est un peu contradictoire. Tu restes persuadé que tu vas y arriver. Moi, quand j'étais jeune, j'en parle souvent avec les proches que j'ai eus à cet âge-là et même les copains que j'ai encore de l'école de rugby, où je disais toujours, ben, moi, je serais rugbyman à haut niveau, quoi. Voilà. Et bon, peut-être on se foutait de ma gueule des fois, et à juste titre peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai tout fait, Gauthier, pour réaliser mon rêve. Je me suis entraîné dur, je me suis restreint de plein de choses quand j'étais jeune. Je me suis bien rattrapé depuis, je te rassure. Mais voilà, j'ai fait les efforts. En fait, je me suis donné toutes les chances pour pouvoir y arriver. Après, voilà, je suis pas un grand international, je suis pas un joueur légendaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai voulu jouer au rugby de haut niveau. Ça fait 14 ans que j'y joue. Je prends un plaisir énorme et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et bien sûr que j'aurais aimé faire une carrière plus grande, mais tu sais, je suis pas envieux des autres et je trouve que déjà, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait et je me régale tous les jours, donc c'est le plus important. Et ta deuxième question, c'était? Un joueur qui t'a marqué? Donc, j'ai encore deux. Alors, le joueur qui m'a marqué, je te le dis parce que toi, tu ne dois pas le connaître, mais c'est un joueur incroyable. Malheureusement, enfin, il y en a des joueurs français incroyables, mais que j'aime beaucoup et que Kali, je pense, connaît très bien. C'est Christian Cullen, l'arrière des Néo-Zélandais, qui était pour moi un joueur incroyable. Si tu as l'occasion, tu tapes Christian Cullen sur YouTube et tu verras le joueur que c'était. C'était un arrière. C'était juste incroyable. C'était la classe internationale. Kali peut t'en parler. Ouais, je peux en parler parce que j'ai pris beaucoup de branlées contre lui. Mais Mathieu, c'est bien parce que je trouve que tu vois, quand tu parles de Christian Cullen, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre vous deux. C'est ça qui est rigolo parce que ça a été aussi un bon joueur à 7. Il faut le rappeler, toi, tu as joué aussi à 7. Est-ce que ça Ouais. vous a beaucoup aidé tous les deux, ça? Ben, tu sais, le 7, moi, Kali a changé sincèrement ma carrière, tout simplement parce que aujourd'hui, je pense sincèrement que la dimension physique, technique et mentale de ce sport est incroyable et a été très longtemps mal valorisée en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que voilà, il est plus médiatisé, il Ouais. est devenu olympique. Et moi, j'étais à la charnière de ce changement-là, si tu veux où le rugby à 7 n'était pas encore professionnel, mais j'ai passé 4 ans
incroyable à jouer face à des joueurs comme Victor Vito, comme Charles Piutao, comme qui c'est qui avait d'autres, James O'Connor. Enfin, c'était des joueurs incroyables. Et tu sais, qu'à cet âge-là, moi j'avais entre 19 et 23 ans, tu fais des stades comme le Hong Kong Stadium à 60 000 personnes. Le Westpac Stadium à Wellington, où tu as 30 000 personnes, des gens déguisés, tu rentres là-dedans, tu viens rêve éveillé, quoi. Et aujourd'hui, je m'en rends encore plus compte parce que c'était maintenant pour moi il y a 10 ans. Et quand je revois les images sur mon ordinateur, là, pendant le confinement, j'ai eu le temps, je me dis, mais merde, j'ai fait ça, quoi. Et tu t'en rends pas compte parce que tu es t'es dans l'adrénaline à l'époque, ça joue, ça va à 10 000. Et surtout, rugbystiquement parlant, ça m'a fait passer un cap énorme, énorme. Ouais. C'est beau, hein, ce qu'il dit, hein, Gauthier. C'est motivant. Hein. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question, mon cher Gauthier? Oui, deux. J'en ai deux. En fait, moi aussi, je suis capitaine. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Mais écoute, déjà, félicitations à toi, parce que si tu es capitaine, c'est que tu as dû le mériter et tu dois être déjà bon sur le terrain, tu dois être irréprochable en dehors du terrain et avoir un état d'esprit avant tout collectif et non personnel. Donc, à mon avis, c'est pour ça que tu es capitaine. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de rester toi-même, c'est de travailler dur sur le terrain. Quand je dis travailler dur sur le terrain, c'est être constamment en activité, à avoir le tempérament de ne pas se cacher et de prendre des initiatives toi-même et d'amener ton équipe avec toi par tes actions. Et après viendra plus tard un peu les paroles parce que je reste persuadé qu'il faut toujours quand même aller chercher chacun de tes coéquipiers différemment aussi. Voilà. Nous, t'es pas obligé de parler devant tout le monde. Tu peux aller voir un petit copain, lui dire si tu l'as senti qu'il était pas bien, lui dire écoute, Matt, aujourd'hui j'espère que tu y es, on a besoin de toi aujourd'hui et c'est toujours aussi sympa d'aller dans la personnalisation du discours et parler directement avec ton collègue. Voilà. Ok, d'accord. Kali, j'ai juste encore deux questions. Donc, moi, pendant le confinement, mon frère il m'a coupé les cheveux. Donc, je me suis rasée. Et toi, du coup? Alors moi, ben, du coup, je me suis rasé aussi, tu vois. Mais je me suis rasé par la force des choses, voilà. Donc voilà, parce que avec les années qui passent, tu sais, j'ai 3 enfants, c'est plein de soucis. Et du coup, tu vois, voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est quand tu vas trop vite. Quand tu cours trop vite, tu as les cheveux qui partent. Voilà. C'est bien, Mathieu, parce qu'il chambre, hein, le petit Gauthier, là. Hein. Ah, mais c'est très bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, les garçons, en tout cas, merci beaucoup. Gauthier, tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais proposer un truc à Mathieu et je sais qu'il ne dira jamais non. Mathieu, moi, ce que je te propose, le jour où tu viens du côté de Sisteron, alors peut-être du côté de Toulon ou peut-être, peu importe, Aix-en-Provence, on invitera le petit Gauthier et on lui fera passer un bon moment en voyant le match et puis en le faisant te rencontrer juste après le match. Ça te va? Il viendra dans les vestiaires, Gauthier, avec nous. Voilà. Ouf, c'est beau. Bravo. Gauthier, merci à toi aussi. Ben, merci à vous deux. Hein. On remercie encore une fois Gauthier et Mathieu de s'être prêtés au jeu. Allez, sans tarder, on retrouve une des légendes du Stade Aurillacois, Maxime Petitjean. Ah oui, il est là et on est très content de le retrouver. C'est notre ami Maxime Petitjean. Maxime, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Merci Kali pour l'invitation. Ça va très bien ici, hein, comme tout le monde confiné à la maison. Donc voilà, on en profite pour profiter de la petite famille, mais sinon tout va bien. Ouais, tu le disais, malheureusement, on n'a pas le choix, mais il faut être solidaire dans cette période un peu compliquée. Ouais, c'est ça. Hein, il faut prendre son mal en patience. Je pense qu'il y a quand même plus malheureux que nous. Voilà, on a la chance d'être dans une maison avec un petit extérieur où on peut sortir un peu de temps en temps. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, ça nous permet de relativiser un peu et de profiter de nos proches un peu plus que ce qu'on le fait durant une saison de rugby. Ouais, habituellement, on l'a vu, hein, tout à l'heure, on était avec Mathieu Acebes, qui lui avait aussi des journées très chargées parce qu'il a 3 petites filles. Toi, c'est pareil, hein, je crois que tu es dans le même cas, hein, c'est ça? Ouais, je suis un peu dans le même cas que Mathieu. Moi, j'en ai deux à la maison et la troisième qui va arriver dans un mois. Ouais. Donc du coup, ben voilà, on profite de ces moments pour profiter des 2 petites avant l'arrivée de la troisième. Donc voilà, c'est super.
Maxime, on va parler avec toi aussi bien sûr de rugby. On va parler, tiens, on va commencer notamment avec le Stade Aurillacois. J'aimerais que tu nous donnes déjà ton rôle aujourd'hui au sein du club. Alors moi, je suis entraîneur adjoint de l'équipe première. Donc voilà, il y a Romero Gontineac qui est passé entraîneur en chef depuis le mois de janvier et un peu tout le remue-ménage qu'on a eu au sein du club. Et ensuite, au niveau des avants, c'est Mathieu Lescure et David Banquet. Donc voilà, on a vraiment un staff à 4 où on se partage les tâches. Voilà, ça se passe très très bien. Je prends énormément de plaisir dans ce que je fais et ça me conforte dans mon idée de reconversion. Maxime, c'était pratiquement une évidence, hein. On l'a vu avec de nombreuses années passées en tant que joueur demi d'ouverture de ce joli club. C'était une évidence en fait pour toi de passer aujourd'hui entraîneur. Écoute, c'est vrai que ça m'a toujours plu. Même quand j'étais joueur, ça m'arrivait souvent de prendre des entraînements avec la complicité de Thierry Poche-Lestrade. Voilà. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très exigeant envers mes coéquipiers. Voilà, dès qu'il y avait des mouvements qui allaient pas ou que c'était pas dans le bon timing et tout ça, ben voilà, je prenais la responsabilité d'arrêter les choses pour les refaire. Donc voilà, c'est sûr que ça m'a toujours plu. Je suis un grand passionné de rugby, tout comme toi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, oui, c'était une évidence. Et encore une fois, je me régale vraiment dans mes nouvelles fonctions. Je prends vraiment énormément de plaisir. Alors c'est rigolo parce que tu sais, quand tu fais un peu le tour de tous les joueurs, tu vois, tu peux parler avec Guillaume Guirado, tu peux parler bien sûr avec Gaël Ficou, mais les demi d'ouverture, c'est assez particulier parce que toi, tu le dis hein, ouvertement, j'avais tendance non pas à peaufiner, mais d'être très exigeant par rapport à ce que je voulais faire. Ouais, voilà, exactement. J'avais mes idées qui étaient vraiment assez arrêtées. J'avais vraiment la même philosophie de jeu que Thierry Poche-Lestrade. Voilà, on a toujours le même jeu à Aurillac depuis de nombreuses années, donc j'ai bercé dans ce jeu-là. Voilà, on peut dire, formaté un peu Poche-Lestrade. Et c'est vrai que ben, quand des choses n'étaient pas bonnes sur les timings ou des choses comme ça, ben, ça m'énervait fortement et du coup on le refaisait, on le refaisait, on le refaisait et voilà, des fois je pense que j'ai dû saouler pas mal de mes coéquipiers, même s'ils me le disaient pas tout le temps, mais voilà, ouais, c'était un peu ma philosophie. Ouais. Justement, Maxime, quand tu étais joueur, si aujourd'hui, sur toutes ces années passées en tant que demi d'ouverture de cette belle équipe, je ne le répéterai jamais assez, c'est quoi ton meilleur souvenir? Il y en a beaucoup à Aurillac. C'est vrai que j'ai un énorme souvenir, c'était avant ma signature à Brive, donc en 2005, où on fait les phases finales avec Aurillac. Je crois qu'on gagne 9 matchs d'affilée avant de se qualifier. On va en demi-finale à Montauban, qui était l'ogre de la poule. Tout le monde nous prédisait l'enfer et au final, on gagne le match ben, sur une pénalité à la fin du match. Donc ça, je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, donc plein d'insouciance et tout. Donc c'est vrai que je jouais avec des joueurs comme Jean-François Viars, Fabrice Ribérol, David Courtex, David Gabin. Bah, c'est des mecs que j'ai toujours badés et que j'ai respectés et que je respecte encore énormément et qui m'ont énormément appris et aussi je leur dois certainement une bonne partie de ma carrière parce qu'ils m'ont inculqué beaucoup de valeurs et ils m'ont appris beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que ça fait partie vraiment ça de mes meilleurs souvenirs, donc cette année 2005. Et puis bien évidemment, il y a l'année 2016 avec cette demi-finale à la maison contre Montauban et la finale perdue à Toulouse contre Bayonne. Voilà, ça c'est des moments qui resteront gravés dans ma mémoire à jamais parce que bon, on a vécu une période fantastique avec un énorme engouement de la part du public. Comme tu le sais, à commenter tous ces matchs de Pro D2, on n'a pas tout le temps le stade plein à Jean-Alric. Et là, pour une demi-finale, il y avait 8000 personnes. La ville était vraiment en fusion. Enfin, c'était vraiment incroyable à vivre. Et d'avoir pu vivre ça, d'autant plus en étant capitaine, bah, c'est vrai que c'était vraiment fabuleux. Mais justement, aujourd'hui, avec cette nouvelle casquette, on va dire, d'entraîneur adjoint, est-ce que tu essayes de passer un peu tous ces souvenirs à cette nouvelle génération de jeunes joueurs? Ouais, bien sûr qu'on essaye de les sensibiliser là-dessus. Après, ben, il y a quand même de moins en moins d'Oriacois pure souche dans l'équipe. Certains étrangers, donc il faut aussi leur montrer ben,
qu'est-ce que c'est que le Stade Orliacois, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent. Et c'est vrai que souvent, quand on leur montre des images sur des petites vidéos pour les piquer un peu avant les matchs ou des trucs comme ça, qu'on leur montre un peu ce qui s'est passé, que ce soit en 2016 avec cette finale ou en 2013 où on avait fait une demi qu'on avait perdu à Brive, mais ça avait été un engouement aussi extraordinaire. C'est aussi ton expérience, on le voit, tu es en charge du jeu au pied au club. Comment ça se passe comment tu le gères, comment tu le prépares Alors écoute, ça se passe très très bien. Les mecs sont super réceptifs. J'avais une certaine manière de m'entraîner, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de séances dans la semaine, mais des séances très courtes. Et j'essayais de me mettre des petits challenges. Donc du coup, j'essayais de reproduire la même chose, avec des choses peut-être un petit peu plus appuyées que ce que je faisais. Et puis des fois, pour m'amuser un peu, je me fais un peu chambrer par les joueurs, bien sûr. Ils me disent, allez le vieux, fais une petite séance avec nous. Donc par moment, je rechausse les crampons et voilà, ça les titille un peu et ça booste un peu tout le monde. Et voilà, non, c'est plutôt sympa. Après, je bosse un peu aussi sur la vidéo, à leur montrer un peu par rapport au match sur ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de pas bien, essayer d'apporter des corrections à tout ça. Mais franchement, ça se passe vraiment super bien. Ouais, ça, j'en doute pas, je te rassure, hein, Maxime. Une seule seconde. Justement, moi, je voulais avoir un peu aussi ton éclairage, parce que tu sais, moi, avec beaucoup d'affection, je t'appelais le Dan Carter de la Pro D2. Ça te faisait sourire, mais en tout cas, tu sais que je le pensais fortement. Ben, justement, aujourd'hui, quand tu vois un peu ces nouveaux profils qui arrivent en équipe de France, on peut parler du petit Carbonel, ou le Romain Tamac, ou le petit Jalibert. Ben, justement, c'est quoi ton avis sur eux? Ouais, c'est la classe, tout simplement. Moi, quand je vois Romain Tamac, je prends lui parce que c'est lui qui jouait dernièrement avec l'équipe de France. Mais quand je vois la facilité dans tous les gestes qu'il produit, l'insouciance avec laquelle il joue, et franchement, je suis admiratif. C'est super pour eux, c'est super pour le rugby français. Je pense que c'est des jeunes qui se prennent pas la tête du tout. Après, voilà, t'as cité ces trois. Je pense que le petit Carbonel aussi, c'est génial ce qu'il fait. Il s'est imposé dans une super équipe à Toulon. Il était surclassé avec les moins de 20 aussi. Voilà, Mathieu Jalibert, avec la grosse blessure qu'il a eue, il revient avec Bordeaux. Il fait des matchs fantastiques. Il marque à tous les matchs. Voilà, non, tout simplement, c'est des joueurs qui sont pétris de talent et pour moi, c'est la classe et c'est l'avenir du rugby français et ça va être certainement l'avenir du rugby mondial aussi. C'est bien ça. En tout cas, c'est des mots qui risquent de les toucher. Mon cher Maxime, merci en tout cas de nous avoir répondu, d'avoir accepté l'invitation. C'était avec grand plaisir. Hein. Merci à toi. Ça m'a touché aussi que tu penses toujours à moi. Non, tu le sais. Impossible de l'effacer. Maxime, on se dit à très bientôt. À bientôt, Kali. Ça marche. Porte-toi bien et prends soin des tiens. Et puis on se dit à très vite. Merci Maxime pour ce bel échange. On retrouve de suite Lucas Bertolotto pour les infos. Allez, on est content de le retrouver. Notre Lucas national. Lulu, comment vas-tu ? Salut mon Kali, ça va très très bien, je suis très content d'être là. Et en plus, je peux voir que tu as dû gagner la Champions Cup, non, derrière toi cette semaine. Allez, ça y est, tu commences à chambrer. Tu veux parler du petit vase qui est derrière. Alors, j'ai eu la chance de gagner la Coupe d'Europe en 96 avec le Stade Toulousain, mais là, c'était pas la même, hein, je te rassure. Mon cher Lulu, la semaine dernière, tu t'étais focalisé sur cette belle équipe de La Rochelle. Là, aujourd'hui, tu as voulu te focaliser sur un promu, Brive. Exactement, Kali, tout à fait. Alors, on avait parlé de Bayonne pour une des émissions précédentes. Et aujourd'hui, je voulais me focaliser sur Brive, qui est un promu qui a très bien réussi avec une 11e place en championnat. Ouais, incroyable, hein, on le sait, l'année dernière, ça a été dur jusqu'à la fin pour eux. Et puis, il y a ce match d'accession qui leur permet de retrouver le top 14. On a eu un peu peur, on a eu des doutes pour eux. Et puis, finalement, ça tourne bien. Oui, tu l'as dit, l'année dernière, on y était pour la finale malheureuse pour eux en Pro D2. Et puis finalement, ils ont bien réussi cette saison avec une série de victoires à domicile qui a été monumentale. Hein. Elle a commencé lors de leur dernière participation en top 14. Il y a eu 22 victoires de suite au stade Amédée Domenech en tout. Et donc voilà, cette équipe de Brive qui a finalement bien réussi avec plusieurs matchs marquants cette saison, plusieurs victoires, dont une contre Toulouse, une contre Toulon à domicile, une autre contre Lyon, la dernière en date, 30-16. Donc voilà, une belle équipe de Brive à domicile et aussi à l'extérieur. C'est quoi la grande force de Brive aujourd'hui, mon cher Lucas ? Mais écoute, cette équipe de Brive, elle a su jouer avec ses atouts pour rivaliser avec les meilleures équipes du top 14. On l'a dit, elle a gardé sa forteresse, mais elle s'est aussi appuyée sur la réussite de ses buteurs et notamment de Thomas Larangera, avec un taux de réussite de 89,7% en top 14, ce qui fait d'elle la meilleure équipe à ce niveau. C'est énorme. C'est les premiers du championnat en termes de réussite ?
Exactement, au pied, tout à fait. La réussite, c'est les premiers du championnat. Ils sont en tête. Ouais. Tu le disais, hein, c'est une équipe qui a trouvé un peu aussi son rythme de croisière. Il y a aussi un capitaine emblématique, on peut en parler ou pas? Oui, bah oui, le capitaine Saïd Direch, donc on peut en parler, hein, le troisième ligne qui était arrivé à Brive en 2012 en provenance d'Aurillac et qui, depuis son arrivée, est un véritable exemple pour tous les joueurs brivistes. Voilà, cette saison, c'est 14 matchs, 14 titularisations, l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe, le plus utilisé en termes de minutes, avec 1093 minutes. Et on le voit, hein, chaque semaine sur les terrains du top 14, il apporte son expérience et il permet à cette équipe de bien figurer en championnat. Ouais, tu disais une équipe qui joue bien derrière, devant, solide. Derrière, il y a des pattes aussi, il faut en parler. Oui, derrière, il y a des pattes. Il y a Joris Durand, Axel Muller, deux joueurs qui sont capables de finir. Joris Durand, l'un des meilleurs marqueurs du top 14. Mais il y a aussi Thomas Larangera, il faut le souligner, l'arrière demi d'ouverture, qui est le buteur de Brive depuis de nombreuses saisons maintenant. Il a débuté en pro en 2012. Et écoute, c'est 15 matchs, 13 titularisations, 3 essais et 181 points au compteur, ce qui fait de lui le meilleur réalisateur du top 14 cette saison. Voilà, c'est l'un des buteurs les plus précis du championnat. Alors, si le CAB est à 89,7% de réussite, lui, Larangera, il est à 90,1% de réussite. C'est quand même énorme pour un buteur qui a autant de tentatives parce que c'est l'un qui tente le plus en championnat. Donc voilà, et à noter aussi, il a dépassé son record de points sur une saison là depuis le début du championnat. C'est énorme. Lucas, tu le sais, hein, depuis le début d'avant-match, on essaie de décortiquer, d'analyser. Aujourd'hui, si on devait définir cette équipe de Brive, ça serait quoi pour toi? Écoute, cette équipe de Brive, pour moi, dans un premier temps, elle est valeureuse parce qu'elle a eu des difficultés ces dernières années, mais elle a su se relever et elle joue avec ses forces. Alors, il y a des avants très, très costauds, mais aussi, elle a réussi à trouver des arrières qui savent faire le travail. Et on l'a vu, on en parlait tout à l'heure de Joris Durand, qui lui permet à Brive d'être compétitive à tous les niveaux désormais, alors qu'avant, elle était un peu plus faible dans certains domaines. Ouais, on a le sentiment aussi, hein, mon cher Lucas, que cette équipe s'est construite aussi depuis pas mal de temps, avec son petit voyage, nous aussi, sur la Pro D2. Je crois que ça les a beaucoup renforcés. Et puis, il y a une touche un peu particulière d'un homme qu'on connaît parfaitement bien. C'est Jeremy Davidson, qui officiait auparavant, bien sûr, à Bègles-Bordeaux, même auparavant à Aurillac, qui est quand même aujourd'hui une des pièces maîtresses de cet effectif. Alors, bien quand je dis pièce maîtresse, il ne joue pas, et je le rappelle, c'est quand même le manager de cette équipe, qui apporte un plus et une sérénité hein, aussi au club de Brive. Oui, tu l'as dit, qu'il est arrivé en 2018, hein, après la relégation du CAB. Et l'Irlandais, il a su mobiliser les joueurs autour de lui, les fédérer, et pour leur permettre de retrouver le top 14. Voilà, il a attiré certaines recrues de haut niveau aussi. On peut parler de Stuart Holding et de Scholes, qui sont deux gros joueurs du CAB. Et voilà, il a permis au club de remonter en top 14 avec un gros staff composé notamment de Didier Casadei et Jean-Baptiste Péjoine, il faut le dire. Et puis cette saison, il a réussi à s'attacher les services de Marc Dalmazo pour permettre aux avants de passer à un niveau supplémentaire. Ouais, je pense qu'il a dû remettre un peu l'accent sur la mêlée, comme l'avait fait aussi, bien sûr, Didier Casadei. Le très bon travail de Didier Casadei. Mon cher Lucas, que dire de plus cette équipe? Écoute, c'est une équipe qui a très bien réussi cette saison et on leur souhaite le meilleur pour la suite et un maintien en top 14. On verra ça, comme tu dis, dans les peut-être semaines ou mois à venir. Mon cher Lucas, fin de cette très belle analyse de cette équipe de Brive. On le sait, dans cette partie info qui te concerne, on met en avant aussi des acteurs. On l'a mis la semaine dernière, on a aussi des joueuses de rugby qui font beaucoup de choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et tu voulais mettre l'accent sur un joueur aussi qui participe avec beaucoup de solidarité, c'est Guillaume Galtier. Oui, tant qu'à faire, on parlait de Brive, donc on va rester sur le CAB. Et après, Agathe Socha et Gaël Hermé la semaine dernière, c'était le tour de Guillaume Galtier, je pense, cette semaine qu'il fallait féliciter. Parce que le 3/4 centre de 23 ans, le cousin de Kélian Galtier qui joue à Montpellier, il a su se mettre à contribution et il fait du bénévolat auprès d'un agriculteur du Gard. Il est retourné chez sa mère, hein, près de Montpellier pour le confinement. Et voilà, il occupe ses journées en livrant des fruits et légumes au domicile de personnes qui ne peuvent pas sortir. Et c'est une belle chose, on peut le féliciter pour ça. C'est un entretien à retrouver sur le site de RMC Sport qui a fait une interview. Et bravo à Guillaume Galtier. Ouais, qui disait « J'ai jamais été aussi populaire qu'en vendant, c'est ça ?» Qu'en distribuant et en livrant distribuant, exactement, des pommes. Ça, c'est les belles choses qui tournent autour du rugby. En tout cas, on le félicite. Et tous ceux qui œuvrent, bien sûr, au quotidien par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Mon cher Lucas, il faut finir sur aussi une petite note assez sympa. On l'a vu, on en a parlé au début de ces premières chroniques. On parlait
tu vois, du dessin qui est mis sur, tu sais, sur MyRugby, le dessin pour faire participer les enfants. Et là, il y a un truc très important, c'est élire son 15 du top 14. Oui, tout à fait. On avait parlé de dessine-moi ton rugby. J'attends toujours ton dessin d'ailleurs. J'attends toujours, je l'ai toujours pas eu. Mais C'est bien, tu chambres. Non, mais c'est bien parce que là, on va voir, c'est intéressant d'élire son 15 du top 14. Autant te dire que les choix, ils vont être cornéliens. ah ben, moi, personnellement, je l'ai fait sur le site MyRugby de la Ligue nationale de rugby. J'ai eu du mal à choisir sur certains postes quand même. Il y a des grands joueurs qui sont passés dans le top 14. Donc voilà, on vous incite à aller élire vos joueurs préférés pour pouvoir élire le 15 du top 14. Et il y a aussi le cahier du top 14 hein, pour occuper les petits et les grands, avec notamment des coloriages, des mots croisés, des labyrinthes. Il y a plein de jeux. Donc vous pouvez aller le télécharger. Et toi, Kali, je peux t'inciter à le faire aussi. Que tu nous fasses un petit relié les clubs du top 14 à leur ville. Là, ce serait sympa. Écoute, pour te faire plaisir, je vais le faire. Tu peux compter sur moi. Mon cher Lucas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Tu vas te focaliser sur qui là? La semaine prochaine, je pense qu'on va parler du Racing 92. D'accord. Je te fais confiance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aussi de nos invités, Mathieu, Gauthier, Maxime et Lucas. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pareil, même heure, 18h30. D'ici là, restez chez vous et je compte sur vous. À très vite.